Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. On vous apprécie énormément. À tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous. Évidemment, vous pouvez nous trouver aussi sur toutes les plateformes audio ainsi que sur les médias sociaux. On est partout. Allez nous trouver, suivez-nous, commentez, partagez, faites toutes ces belles choses-là. On vous apprécie énormément. Salim, comment ça va? Ça va. Tu disais on est partout. Effectivement, on est partout sur toutes les plateformes. On était presque partout la semaine passée. On était même à Québec. En fait, George, la semaine passée, c'était une semaine quand même intéressante pour Politiquement parlant. On a été d'abord à la conférence de Montréal, organisée par le Forum économique des Amériques, où on a eu l'occasion d'avoir Martine Biron, la ministre caquiste des Relations internationales. On a eu, bien sûr, aussi le délégué général du Québec à New York et le délégué du Québec à Washington. On a eu une belle discussion là-dessus. Donc, c'était la première fois qu'on sortait vraiment de ton studio, là. C'était un test aussi. On testait certaines choses pour voir si tout allait bien fonctionner pour... T'imagines, on a fait un test avec une ministre. C'est quand même... C'était un grand risque. Oui, les Français diraient c'est culotté, là. C'est avoir du culot. Mais c'était le grand test pour le grand déménagement, là. Exactement. Puis, aux auditeurs, là, je l'ai dit peut-être l'autre jour, mais je leur dis là aujourd'hui, là, mais il faut voir George extraordinaire qui a littéralement déménagé un studio. Tout est parti sauf la table. C'est ça, tout est parti sauf la table, y compris les lumières que vous voyez pas. Et c'est parti dans son auto. Il a quitté à 3h le matin. C'était 2h30. À 2h30, t'as quitté. Exact. 2h30 le matin, prend la route, se rend à Québec, au centre de congrès de Québec. Je pense qu'il n'y avait pas encore un chat qui était réveillé, peut-être. J'étais là avant la sécurité. J'étais là. Les portes ouvraient à 6h. J'étais là comme à moins quart, là, une affaire de même. Puis moi j'étais déjà à Québec, j'avais avec moi quelques chaises et des boîtes là, mais rien à voir avec tout ce que George a fait. Puis tout était bien organisé, tout était bien ficelé, les petits tapes, scotch tape avec des numéros dessus pour pas se tromper, etc. Il arrive là. Écoute, comme un charme, il déploie ça, puis moi, je regarde ça, puis là, je suis comme, tabarouette, mais comment je peux l'aider? Parce que lui, il fait ça tellement vite, moi, je me gratte la tête, je me dis, mais ça va où, ce câble-là? Tu sais, puis ensuite, il y a du monde qui passe. Ah, salut les gars, tu sais, puis George, il est en train de... Puis là, je suis comme, la personne, elle vient nous dire allô, puis qu'est-ce que je... Et que là, moi, j'étais en train de faire du PR, lui, il était en train de brancher des trucs. Non, George, franchement, chapeau, mon ami, je pense que sans toi... clairement, ça n'aurait pas été possible. Donc, merci. Non, c'était magnifique, effectivement. Puis, tu sais, on s'amuse beaucoup à le dire. Là, tu sais, nous, on est, tu sais, c'est pas notre gagne-pain, là. Tu sais, on le fait pour le fun. Puis, l'opportunité d'être à Québec durant une convention à la chefferie, c'était quelque chose qu'on voulait depuis très longtemps. Peut-être pas à la chefferie, mais au moins des congrès politiques. C'était quelque chose depuis le tout début qu'on pensait que ça pourrait être le fun d'être sur place, rencontrer des gens, des militants, des députés, etc. Et on a pu le faire. Encore une fois, un grand merci au Parti libéral du Québec pour l'ouverture d'esprit de nous avoir permis d'être sur place, d'avoir mobilisé des ressources. C'était toute une collaboration de monter cette affaire-là. Il y avait de la préparation aussi parce que, tu sais, on a acheté des tables mobiles, des bannières. C'était toute une affaire, là, franchement. Les gens qui rentraient dans le centre du congrès, on était juste là. On était juste là et on arrêtait littéralement tout le monde, des anciens qu'on connaissait. On a eu la chance d'avoir tous les anciens premiers ministres libéraux qui étaient là. Tous les anciens chefs aussi. Sauf Marc Tanguay, je pense. C'est le seul qui était le chef par intérim. Mais non, on n'a pas eu Marc Tanguay. En fait, monsieur Pierre Arcan, on l'a pas, on l'a pas eu non plus. Mais c'est effectivement les deux seuls chefs qu'on n'a pas eu. Mais sinon, on a eu tous les premiers ministres libéraux. Alors, écoute, c'était fantastique. C'était fantastique. Puis là, je tiens quand même à le dire. L'expérience était très bonne. Mais l'expérience, c'est pas
bonne parce que c'était nécessairement le parti politique auquel on nous associe. Parce que moi, j'ambitionne encore que d'autres partis politiques acceptent qu'on aille là. Tu sais, je peux comprendre parfois il y a des petites réticences parce que bon, on sait qu'on a été des staffers dans les gouvernements libéraux précédents, etc. Et donc, parfois, il peut y avoir des petites réticences, mais je crois sincèrement qu'on peut faire ça dans d'autres partis politiques. Tu sais, on a fait ni la promotion du PLQ, ni on a tapé sur d'autres, ni quoi que ce soit. Au contraire, on essaye d'être très objectif. Puis surtout, le but de ce podcast, on le dit, George, toi et moi, depuis le début, là, nous, on veut juste avoir du fun en parlant de politique. Fait que si on doit parler de la politique de la CAQ, du PQ, de QS, même des conservateurs, tu sais, je veux dire, on va le faire. On va le faire. Puis je pense qu'on aurait eu autant de fun si on était allé aussi dans un autre parti. C'est sûr que là, il y avait du monde qu'on connaissait, donc peut-être parfois c'est plus facile de les approcher. Les gens sont peut-être moins... ils sont peut-être un peu plus en confiance. Ouais. Mais c'est ça. Mais en même temps, tu vois, tout de suite après, on a eu notre épisode avec Éric Girard, le ministre des Finances. Exact. Et, un ministre des Finances, c'est pas mal le numéro 2 d'un gouvernement, là, tu sais. En tout cas, en théorie, c'est le numéro 2. Tu sais, il a adoré son passage ici. Donc, c'est bien la preuve que d'anciens staffers libéraux peuvent avoir des discussions intelligentes, intéressantes avec d'autres. Mais ça serait complètement ridicule d'avoir un balado où on invite les gens puis on les massacre. T'sais, on est comme hyper critique et l'épisode tombe à l'eau complètement. C'est pas le but. T'sais, le but pour nous, c'est que l'épisode soit partagé le plus possible, incluant par les gens qui viennent ici. C'est ça le but parce que ils sont beaucoup plus connus que nous. Donc, si ça va bien pour eux et ils peuvent utiliser le contenu pour faire la promotion de tout ce qu'ils veulent. T'sais, on n'est pas là pour lécher leurs bottes, là, tu comprends? Mais c'est quand même des discussions responsables, polies. Et si on doit faire une critique, on la fait quand même poliment. Mais le but ici, c'est de créer du contenu que les gens, premièrement, vont comprendre parce que la politique, des fois, c'est un peu difficile et compliqué à naviguer, et d'amener des gens qui œuvrent dans ce domaine-là, soit directement en tant qu'élus ou en arrière-scène, comme nous, on l'a été. Et leur donner le temps. Exactement, et leur donner le temps de vulgariser toute cette patente-là, toute cette machine-là, tout ce monde-là qu'est la politique. Leur position, parce que c'est difficile en politique de faire passer son message à la population. Et c'est de plus en plus difficile parce que on est à l'ère de l'instantané et donc il faut faire très court, mais tu sais, expliquer une pensée complexe en 15 secondes, honnêtement, là, ou même en 1 ou 2 minutes, là, c'est vraiment très compliqué. Pardon, le podcast ici permet effectivement à des gens de tous les partis politiques, peu importe qu'on soit d'accord avec eux ou non, d'exprimer leur position, d'essayer de les vulgariser, d'essayer d'informer aussi des gens sur ce qu'ils font, parce que parfois on se fait de fausses idées, on tire des conclusions trop vite. Mais je veux juste rebondir avant qu'on rentre dans le vif du sujet, là, rapidement sur un élément que tu as dit. Tu sais, évidemment, d'abord, c'est pas du tout notre intérêt d'être super challengeant. C'est pas notre rôle de toutes les manières. On n'est pas des journalistes. Donc, tu sais, il y a des choses qui nous échappent. Oui, on suit l'actualité, mais tu sais, à un moment donné, ben, tu l'as dit, hein, nous, on fait pas d'argent avec le podcast. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir du fun. Donc, on a une vie à côté, une vie professionnelle, etc. Donc, on a besoin, comment dire, on rentre pas dans les détails pour lequel un journaliste est payé de connaître ces détails. Donc, c'est pas à nous vraiment de challenger. Nous, on est là plutôt pour avoir une discussion. Puis oui, s'il y a des questions un peu délicates, on va essayer de les amener sans heurter les personnes. Mais je veux juste rappeler une chose. À date, là, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on fait ça, George. Je pense que les personnes qui... Moi, personnellement, je suis pas pour toi... qui m'en ont le plus voulu pour certaines choses que j'ai pu dire,
c'est pas des caquistes, c'est pas des solidaires, c'est pas des péquistes. Mais c'est des gens, c'est des libéraux et qui pourtant, d'un point de vue philosophique, on est quand même alignés sur bien des affaires. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est dire à quel point je pense que notre présence dans d'autres congrès, éventuellement, dans d'autres partis politiques, est pertinente. Voilà. Exact. Donc, tout ça pour dire que ça a été une magnifique expérience. Je dois avouer, et on l'a mentionné tellement de fois durant cet épisode-là, l'ambiance était... Je sais, ça faisait longtemps que j'avais vu une telle ambiance auprès du Parti libéral du Québec. Les gens, ils sont clairement contents de retrouver une certaine lueur d'espoir. Tout s'est bien passé. C'était magnifique, franchement. Puis, bon, les résultats, évidemment, on l'a pas annoncé. On a arrêté notre balado juste avant le décompte des votes. Mais c'était Pablo Rodriguez, il a gagné en deuxième ronde. Je pense pas que les gens étaient si surpris que ça. J'avoue que il y a eu des moments où moi j'ai pensé que d'autres candidats auraient pu causer une surprise, parce que c'est ça qui est quand même spécial dans le modèle que le Parti libéral du Québec a adopté, le mode de votation. Tu sais, c'est une préférentielle. Les gens votent par Internet. Tu sais pas comment ils vont voter. Les résultats sont déjà comptabilisés. C'est difficile de voir. Tu sais, c'est pas tangible. Tu sais, t'amènes pas la délégation là-bas où tu peux voir les gens, essayer de mobiliser des ressources, d'influencer, d'attirer des gens pour aller voter d'une certaine façon ou une autre, ou que des gens soient présents pour écouter des discours et soudainement dire, you know what? Ça a plus de sens, ce candidat-là, je change mon avis. Plein de choses peuvent arriver avec l'ancien modèle qu'on a connu. Et donc, tout le monde était un peu sur le bout de leur chaise. Qu'est-ce qui va arriver? Et c'était quand même intéressant. Pablo Rodriguez, donc, qui gagne. Et ce qu'on doit noter, franchement, c'était que cette course à la chefferie-là, ça s'est quand même déroulé de façon calme, respectueuse. Il n'y a pas eu trop de combats de boxe, là, disons, entre les candidats. Et je ne sais pas c'est qui le disait. Je pense que c'était Dominique Anglade qui le disait lorsqu'on l'a eu, que la conciliation, il devrait peut-être même pas en avoir, là, parce qu'on sait qu'il y a différents camps qui se forment, tout le monde prend leur position, puis à la fin, tout le monde doit venir et appuyer la personne qui maintenant représente le parti, et tout le monde doit redevenir une équipe, tu comprends? Des fois, c'est un peu plus difficile que d'autres. Cette fois-ci, suite à ce qu'on a entendu des commentaires des gens, c'est qu'il n'y avait pas une inquiétude qu'il y aurait des divisions ou quoi que ce soit au sein du caucus. Ça va dépendre, bien sûr, de la gestion de l'après par le nouveau chef, bien sûr, par Pablo Rodriguez. Mais, bon, d'abord, je pense qu'il faut partir, si tu veux, du commencement. Moi, je trouve que tu as 3 personnes, les 3 principaux, qui ont pris des risques. En fait, les 5 ont pris des risques parce que, évidemment, pour les autres aussi, ça a été, il faut aller ramasser de l'argent, il faut, pour être candidat, c'est pas facile, c'est du temps, c'est de l'énergie, etc. Mais moi, si je me limite aux 3 principaux, là, tu as quand même le premier qui s'est lancé, Charles Milliard, qui a laissé une job qu'il aimait, une job payante, en tout cas pour le commun des mortels, c'est sûr que c'était une job payante, qu'il a décidé de quitter pour se lancer là-dedans et faire une campagne pendant 1 an. Là, donc, quand tu as 45 ans, là, et que tu décides de quitter ta job et pendant 1 an, tu n'es pas payé pour faire ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire essayer de vivre ton rêve de devenir premier ministre du Québec et servir le gouvernement du Québec et les Québécois, là, quand même, c'est à saluer. Ah oui. Deuxièmement, il y a aussi Pablo Rodriguez. Il y a des gens qui ont dit « Ah, il a vu le bateau couler de Trudeau et tout. » Oui, tu sais quoi?
Oui, il l'a vu. Mais sais-tu quoi? Il aurait aussi très bien pu faire ce que d'autres ont fait, c'est-à-dire se dire, bah regarde, je vais aller au bout de mon mandat. Dire même qu'il va pas se représenter, puis changer d'avis en cours de chemin, comme l'ont fait plusieurs. comme Anita Anand, comme Sean Fraser, comme Erskine Smith, comme d'autres. Il aurait pu faire ça en se disant, bah, regarde, moi je vais arriver jusqu'au bout, plutôt que de démissionner. Sachant, ou il aurait pu aussi ne même pas. Il aurait pu se représenter et rester dans l'opposition. Ça aurait été payant pour lui aussi, quand même, parce que les salaires de députés au fédéral sont quand même intéressants. Et continuer de faire grossir sa notoriété. Non, sa notoriété, il n'en aurait plus besoin, mais en tout cas, faire grossir sa retraite, là, comment on appelle ça, sa pension. Ah oui. Tu sais, je veux dire, il aurait pu faire ça, mais non, il a décidé de laisser un comté assez sûr, là, tu sais, je veux dire, à part l'accident qui est arrivé en 2011 avec la vague orange, c'était un comté qu'il n'aurait pas perdu. Il aurait pu rester là et a décidé de quitter. Puis il a décidé de se lancer. Puis ça, bravo pour lui. Puis aussi un autre gros bravo, parce que ça, c'est vraiment pas évident. Carl Blackburn, qui lui a lui aussi quitté la plus grosse job de sa vie, la plus exposée médiatiquement, probablement la plus payante aussi, etc. Et a décidé, malgré une opération et une période de convalescence, décidé de quitter cette job-là pour se lancer dans l'inconnu. Bon, là maintenant, Pablo Rodriguez, tu l'as dit, le nouveau chef du Parti libéral du Québec. Voulais-tu qu'on analyse un petit peu les résultats? Ouais, on peut, ouais. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement. Pablo Rodriguez et Charles Milliard se sont qualifiés pour un deuxième tour. Mais c'est pas un deuxième tour où les gens vont voter entre les deux tours. Ouais. Les votes étaient déjà rentrés. Mais les équipes ne savaient pas encore ce qui s'était passé. D'ailleurs, il y a eu un gros stress. Moi, j'étais dans la salle. J'ai vu qu'il y avait une espèce de gros stress. Là, je voyais le non-verbal de l'équipe de Pablo Rodriguez qui était un peu nerveux. Hein. Ils étaient plus sereins un peu plus tôt dans la journée. Donc, forcément, ils devaient avoir les résultats du premier tour. Puis moi, je me posais vraiment la question, qu'est-ce qui se passait là, t'sais, mais regarde, c'est peut-être une suranalyse de ma part, mais en tout cas, là, il y a la première surprise qui n'était pas tant une surprise, parce que si ça n'avait pas été cette surprise, ça aurait été l'autre surprise, c'est que Carl Blackburn a perdu au premier tour. Il est arrivé troisième. Il n'était pas très loin de Charles Milliard. Ouais. En termes de points, il y avait environ, moins de 2% de différents. Ah non, je suis en train de dire une bêtise. C'est 2 ou 3 points, je pense, de 25% à 27 ou une affaire de même. Ouais, c'est ça. Bref, un truc du genre, là, c'était pas énorme. Là. Je pense que je les ai quelque part, là, les chiffres, là, je pourrais le donner. Donne-moi un instant. Les gens qui nous écoutent, donnez-nous un instant. Voilà. C'est ça. En fait, c'est 1,1%. OK. Donc, Charles Milliard est arrivé avec 28,7%. Derrière, en troisième position, Carl Blackburn avec 27,6%. Okay. Et écoute, j'ai parlé aux deux équipes, à des personnes des deux équipes. Assurément, il y a une chose qui a fait la différence, le vote des jeunes. Il y avait le vote des jeunes a permis à Charles d'être devant Carl. Donc ça c'est sûr, Charles Milliard d'être devant Carl Blackburn. Donc le pari de faire le pari de la jeunesse et d'aller chercher les jeunes de la part de Charles Milliard, ça a quand même été payant, ça l'a amené au deuxième tour. Sachant qu'au deuxième tour, il y avait une possibilité de victoire. Parce que là, si tu avais les gens de Carl Blackburn, de Marc Bélanger puis de Mario Roy, si ils avaient mis comme deuxième choix Charles Milliard, Charles Milliard serait passé devant. C'est pas ce qui s'est passé. Donc, juste pour vous dire, 39% des voix au premier tour pour Pablo. Puis pour ceux qui nous suivent là, épisode après épisode, puis je sais qu'il y en a quand même un certain nombre parce qu'ils m'écrivent à l'occasion,
Moi, je disais sur ce podcast-là, ça va être important pour un gars comme Pablo de se rapprocher du 50% plus 1 s'il veut être sûr de passer au deuxième tour. Donc, pour moi, il fallait qu'il soit à 42, 43, 44%, même plus, même plus, pour qu'au deuxième tour, il aille chercher ce qui restait. Là, moi, quand j'ai vu 39% au premier tour, je t'avoue que je me suis dit, oups, je pense que il gagnera pas, Pablo Rodriguez. Je pense que le futur chef du PLQ, c'est Charles Milliard. C'est ce que je me suis dit pendant environ 20 minutes, là, ou un peu plus, entre les deux tours. Puis finalement, ils annoncent les résultats. Puis c'est c'est Pablo Rodriguez qui gagne avec 52%, 52 quelque chose, et Pablo Rodriguez 50. Charles. Charles Milliard, 48 environ %. C'est pas énorme. Hein, c'est 2%. C'est 2%. Puis là, il y a un truc. C'est que... Puis c'est là que c'est intéressant. Charles Milliard n'est pas allé chercher autant de second vote que ce que les gens pensaient. Donc, ça veut dire quoi? Moi, j'anticipe qu'il y a des personnes qui ont voté pour Marc Bélanger et Mario Roy qui n'étaient pas nécessairement... Écoute, ils ont voulu les voter pour eux parce qu'ils les aimaient bien, mais que leur deuxième choix était beaucoup plus stratégique que leur premier choix. Et je pense que là-dedans, il y avait beaucoup de second choix dans les équipes de dans les électeurs de Marc Bélanger, de Mario Roy, qui bizarrement, c'est-à-dire parce qu'ils l'ont beaucoup critiqué, mais qui ont mis comme deuxième choix Pablo Rodriguez. Et dans le vote de Carl Blackburn, il y a du monde qui visiblement ont mis aussi Pablo Rodriguez. Mais surtout et avant tout, dans le vote de Carl Blackburn, il y avait surtout pas de deuxième choix. Parce que quand Carl Blackburn est arrivé au milieu de la course, c'était pas le temps de commencer à mêler les électeurs, là, mais il ne faut pas commencer à faire une campagne parallèle pour le deuxième choix d'un autre candidat. Ils ont même fait une espèce de vidéo là, qui disait premier choix, un tel, deuxième, il n'y a pas de deuxième choix, go. Il n'y a pas eu de deuxième choix. Alors, il aurait fallu que... Attends, est-ce que c'était même possible de ne pas mettre de deuxième choix? Tu pouvais juste mettre un choix puis that's it? Absolument. Ah, OK. Absolument. Donc, et c'est ça qui s'est passé. Donc, je t'explique, je vais un peu plus loin, là, j'explique aux ceux qui nous écoutent, c'est qu'il aurait fallu qu'il y ait 77% des personnes qui ont voté pour 77% en fait des points de Pablo, excuse-moi, de Carl Blackburn. Donc 77% des gens là auraient mis Charles en deuxième choix pour que Charles gagne juste avec les électeurs de Carl Blackburn. Ou alors, il fallait que ce soit 66% des gens au global. Donc, c'est-à-dire à la fois ceux de Carl Blackburn et à la fois ceux de Marc Bélanger et Mario Roy. Évidemment, ils en avaient moins, donc ils comptent moins en termes de points, là, parce que 66% de 0,8, c'est pas énorme, mais tu sais, il y en avait. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Donc, il y a des gens qui pourraient conclure, puis là, on va laisser faire leur analyse, là, mais il y a des gens qui pourraient conclure que, mais donc, dans le fond, Charles Milliard aurait perdu potentiellement en raison de la campagne de Carl Blackburn où les deuxièmes voix ne se sont pas transférées vers lui. C'est une option. Je laissais les gens avoir leur opinion là-dessus. Mais il y a aussi l'autre option que j'entends et qui est aussi plausible. D'autres personnes qui disent, ouais, mais sans Blackburn dans la course, peut-être que ça serait réglé au premier tour et que Pablo Rodriguez tous les votes iraient à Pablo. Peut-être pas tous, mais une bonne partie. Okay. Parce que Carl Blackburn et les gens de son équipe, et j'en connais beaucoup là-dedans, qui sont vraiment très forts, vaillants, qui ont fait en 8 semaines
quelque chose d'extraordinaire quand même. Là. Non, il faut leur donner crédit. Non, mais c'est parce que j'ai pas les chiffres. Éventuellement, le Parti libéral va les rendre publics, là, mais j'ai l'impression qu'il y a quasiment... Si on compte juste les personnes, je parle pas des points. Je parle pas des points des jeunes, je parle pas des points dans des comtés, je sais pas quoi, là, mais je pense que si on vient voir juste le nombre d'électeurs, membres libéraux qui ont voté, ça se peut que Carl Blackburn, en aussi peu de temps, en ait eu plus que Charles Milliard. Mais ça, c'est l'autre, une option aussi, là, parce que moi aussi, j'ai parlé à des gens qui, je pense, appuyaient Carl et d'autres qui me l'ont dit, qui appuyaient Carl, il était littéralement dans son équipe. L'impression que j'ai eue, Salim, c'est que si Carl ne serait pas présenté, il ne voterait même pas. Donc, c'est pas comme si les votes de Carl iraient à Pablo. Les votes de Carl n'existeraient pas. Pour beaucoup, je suis d'accord. Ils n'existeraient pas. Puis d'ailleurs, c'est ce que je donne à Carl Blackburn, qui est allé chercher, réveiller des libéraux qui sont en dormance depuis des années. Il est allé les réveiller, il les a réactivés, il est allé chercher du monde. C'est vrai. Il y avait, par contre, il n'y avait pas assez de jeunes pour faire la différence. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas passé au deuxième tour. Mais peut-être que Carl Blackburn au deuxième tour aurait peut-être fait plus mal, je le sais pas. Admettons que les deuxièmes votes de Charles étaient en plus grande quantité pour Carl Blackburn. Admettons. Là, tu vois, moi, je savais pas, j'avais même pas pris le temps de regarder les résultats. J'étais convaincu que la différence était plus importante. Là, que tu me dis une 50% versus 49%, moi, Salim, honnêtement, puis tu parles, puis en même temps, je réfléchis. Ça, pour moi, là, c'est un membership qui est quand même divisé, là. Ben, alors... Moi, j'irais pas aussi loin que toi à dire que c'est un membership divisé. Puis, puis là, on va rentrer dans le crunch, puis on peut se challenger en passant, George, un peu là-dessus, là, mais... C'est les règles de la chefferie qui ont été mises en place avant même qu'il y ait des candidats officiellement. Avec ce système de points par circonscription, etc. C'était pour aller chercher... En fait, ça favorisait deux éléments. Bien sûr, le vote en région, sachant qu'on savait au PLQ que le vote libéral était concentré dans la grande région de Montréal. Ouais. Donc, si tu donnais le même poids à tous les électeurs, ben, il suffit que tu convaincs du monde à Montréal, puis au diable le reste. Donc, le PLQ ne voulait pas faire ça et a mis ce système-là en place justement pour que Ungava valent la même chose que Outremont ou Westmount, ou peu importe. T'sais? Donc, le système donc était fait pour aller chercher du monde en région et était fait pour aller chercher des jeunes. Il y a des gens qui, puis ça, honnêtement, il va falloir en revenir un petit peu. T'sais, ils vont te dire, ouais, mais Pablo Rodriguez, t'es pas le gars des régions. OK, Pablo Rodriguez, il n'a pas l'accent du lac comme Carl Blackburn. Il n'a pas grandi au lac ou il a grandi à Sherbrooke avant d'aller à Montréal. Mais, tu sais, je veux dire... Mais, à un moment donné, il faut voir les réalités. La réalité, c'est que pour gagner la chefferie, arriver au premier tour et arriver premier ou deuxième tour et de gagner la chefferie, ça nécessitait des votes en région. Donc, parce que le système était fait comme ça, pour favoriser les régions. Donc, le fait qu'il ait gagné prouve qu'il a eu des appuis en région, qu'on le veuille ou non. Là, ouais. Ça, c'est de un. De deux, les sondages qui ont propulsé Pablo Rodriguez en octobre dernier et au mois de mai dernier, donc les sondages légers, c'est pas des sondages qui étaient faits auprès de militants libéraux au centre-ville de Montréal. Non. C'était des sondages qui étaient faits à l'échelle de la province, dans lesquels il y avait des gens et des électeurs, donc, de régions, et qui n'étaient même pas libéraux à la base. Ouais. Donc,
de dire qu'il y a à ce point un disconnect, à un moment donné, on est aussi en démocratie, puis les gens votent pour qui ils veulent. Ah oui. Tu peux être en région et voter pour quelqu'un de Montréal, ou tu peux être de Montréal et voter pour quelqu'un qui est en région. Puis, je pense que les gens doivent être québécois avant d'être n'importe quoi d'autre. Là, donc voilà. Alors, moi, je suis pas sûr qu'il y a de la division, parce que le système ne montre pas nécessairement de division. Mais on peut dire que oui, il y avait des visions, des gens qui, tu sais, par exemple, l'équipe de Carl Blackburn incarnait un peu l'équipe de... Tu sais, on ne veut pas nécessairement d'un politicien fédéral qui vient dans notre parti, qu'on connaît depuis longtemps, etc. Tu sais, ça incarnait un petit peu ça. Il y avait dans l'équipe de Charles, il y avait aussi un peu de ça, quoique Charles s'était lancé avant Pablo Rodriguez aussi, mais tu sais, il y avait comme un peu d'inquiétude, parce que dans toute organisation, quand tu arrives avec une espèce de changement ou avec un profil différent, ben, il y a de l'inquiétude qui s'installe. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui va respecter un peu une certaine tradition dans le parti, etc. Mais tu sais, les traditions, là, tu peux pas être traditionnaliste toute ta vie. Il va falloir aussi les faire évoluer, là. Ouais. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans le résultat, George, puis à un moment donné, il va falloir que certaines personnes, honnêtement, je pense à personne en particulier, mais je veux dire, il va falloir que le monde qui sont pas très à l'aise avec, admettons, la victoire de Pablo Rodriguez, en revienne. Le PLQ, si tu veux, regarde devant. Ouais. Et disons que ceux qui voulaient revenir à une forme de PLQ que le monde a connue au début des années 2000, ça n'attire plus. Ouais. Mais tu vois, justement, et pourquoi je dis que c'est divisé? Je dis pas divisé dans le sens que les gens sont contre un de l'autre et puis, tu sais, on est un peu dans notre coin, puis tu sais, c'est pas ça que je veux dire. Moi, je regarde les résultats de la première ronde, Salé, mais la seule chose que je remarque, c'est que, en gros, là, c'est un tiers pour Pablo, Charles et Carl. Et ça veut dire que chacun d'entre eux ont fait leur job de sortir leur vote. Et moi, ce que je retiens de ça, et dans une course à la chefferie, ce que tu espères voir, c'est que il y a un candidat qui va chercher des gens à cause de ses idées. Tu comprends? Donc, Pablo, par exemple, qui arrive et qui dit « Moi, je propose ceci, cela, cela. » Et tes propositions font tellement de sens que tu vas chercher des gens qui auraient pu appuyer quelqu'un d'autre, par exemple. Tu comprends? D'aller chercher les gens à cause des idées. Et je pense, basé sur ces résultats-là, que ça n'a pas été le cas. Je pense que, bon, Pablo avait sa base. Il a fait sortir sa base. Même chose pour Charles, même chose pour Carl. Et il n'y a pas eu vraiment de... la base de Carl, par exemple, qui pour moi représente un peu la nostalgie. On a vu des gens revenir qui étaient là à notre époque, au début des années 2000, puis après 2012, après la défaite des libéraux, ont pratiquement pris leur chemin, puis on les a peut-être plus revus, là. Puis là, tout à coup, ils reviennent, puis c'est excellent qu'ils reviennent, tu comprends? Mais c'est ça que Carl Blackburn a inspiré. Et c'est pour ça que je t'ai dit au début que je pense pas que ces personnes-là auraient voté pour Pablo parce que il n'a pas réussi à aller chercher ce vote-là qui manquait, tu comprends, qui représente ce type d'idée-là que Carl Blackburn représentait. Charles Milliard, bon, c'était comme le renouveau, le nouveau visage, on tourne la page, et il y a peu d'historique avec la politique, que ce soit au fédéral ou au provincial, tu comprends? Il n'y a pas d'attachement au passé. Et c'est ça que j'ai vu, les gens qui voulaient vraiment que le parti change complètement de direction. Et tu avais Pablo Rodriguez qui représentait un peu cette idée de on veut gagner, qui va nous amener à la victoire, c'est qui le meilleur choix, puis let's go. Et ça, c'est quelque chose que moi, je trouve un peu problématique et ça n'a rien à faire avec Pablo, je l'aime bien, je le respecte. Et je pense qu'on l'a déjà mentionné plusieurs fois au balado.
c'est comme une maladie qui existe au Parti libéral du Québec depuis très longtemps d'aller chercher ce vedettariat. C'est qui le candidat vedette? Tu sais, on veut le superstar pour tourner les têtes et dire, regarde qui on est allé recruter, alors qu'aujourd'hui, c'est démontré que ça ne marche pas nécessairement. L'exemple, c'est le PQ. Ils sont en première place. Ils étaient 3 députés, maintenant ils sont 4, je pense. 4. Peut-être il va y avoir un 5e dans Arthabasca, avec un chef qui n'était même pas connu, qui n'était même pas premier dans les intentions de vote dans leur course à la chefferie, qui vient, débarque, il a une conviction claire, nette et précise. Vous venez derrière moi, c'est là où on s'en va. That's it, that's all. Tu sais, c'est pas le Parti libéral qui essaie de plaire un peu dans les régions, plaire un peu dans la ville de Montréal, plaire un peu dans les communautés culturelles, plaire aux anglophones, plaire aux francophones. Tu sais, tu comprends? C'est juste cette idée-là d'un parti qui est un peu sélectif. Et on essaie d'entourer un peu tout le monde pour gagner et qui peut nous mener à la victoire versus un parti qui dit, voici ce qu'on croit, on y va. Tu sais, on a eu tous les candidats ici. Qui était clair face au projet de loi 21, au 96? Il n'y a personne des candidats qui avait une position claire là-dessus. Là, on va s'entendre. Ben, d'ailleurs, ça va être un enjeu. Ça va être un enjeu parce que si quelqu'un pense que le PLQ, d'ici les prochaines élections, va s'en tirer sur ces questions-là sans prendre une position claire. Une position claire, c'est pas on a des chartes, on n'est pas d'accord avec l'utilisation de la clause dérogatoire. Hey, les boys, il y a personne qui comprend c'est quoi les histoires de clause dérogatoire. Fait que dans le fond là, les gens ils veulent savoir, t'es pour ou t'es contre. Exact. C'est comme arrêtez de mêler le monde avec des trucs. Puis sais-tu quoi? Ce qui m'énerve, excuse-moi, je vais le dire comme ça. Ce qui m'énerve le plus avec cette question-là, c'est même pas le fait que quelqu'un est-ce qui est plus pour ou plus contre ou un truc comme ça. C'est le fait que ce soit pas clair, et 2, que ce soit zéro stratégique. Ouais. Tu sais, à un moment donné, si toi tu penses que t'es le parti de l'économie et le parti des vraies affaires, de la vraie bonne gestion, pourquoi tu laisses tes adversaires t'amener sur le terrain de la loi 21, la loi 96, le projet de loi 94, tu sais, pour que tu arrives, puis là, tu commences à marcher sur des pelures de bananes et que tu commences à glisser, etc. C'est exactement ça. Fait que, et donc, pour moi, à ce niveau-là, le PLQ a mal joué ses cartes dans le passé. Avec Anglade, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe parce que il y a plus personne qui savait. Mais c'est là où tout le monde a débarqué. Mais parce qu'à un moment donné, c'est... Mais oui, mais les gens débarquent. Mais pourquoi les gens débarquent? Les gens débarquent quand ils ne savent pas si c'est blanc ou c'est noir. Ouais. Puis là, ça les ennuie. Puis tu sais, moi, je me souviens à l'époque, ouais, mais tu sais, il n'y a personne qui nous parle de ça, là. Il n'y a personne... Oui, bien sûr que personne ne te parle de ça, mais personne ne te parle de ça parce que ils savent pas où est-ce que tu es situé. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça l'enjeu. Mais non, mais chose est certaine, c'est que là, c'est un enjeu qui va revenir. Puis sais-tu quoi là? Penses-tu un instant que M. Legault, qui lui est là depuis 96, hein, c'est ça va faire 30 ans. On s'entend que c'est pas la première tempête là, qui vit le M. Legault là, en politique ou au Parlement. Mais M. Legault, peu importe ce que les gens pensent de lui, qu'ils l'adorent ou ne l'aiment pas du tout, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'expérimenté, c'est quelqu'un qui a compris la politique. Parce que je vais te dire une affaire, là, quand tu n'as pas compris la politique, c'est pas vrai que tu arrives, tu crées un parti en 2011 puis tu reprends le pouvoir en 2018. Exact. Alors, si t'as pas... Il a su lire la situation politique, il a apporté un truc, puis ça fait 7 ans, ça va faire 8 ans l'an prochain quand il va finir son deuxième mandat, qui est PM. Donc, M. Legault, penses-tu vraiment qu'il va arriver en chambre en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, en février, jusqu'au mois de juin l'an prochain, puis qui va jamais picosser sur la loi 21, sur le projet de loi 94 de Drainville qui va quand même assez loin, là, tu sais, je veux dire. Il y a le projet de loi sur l'interculturel voyons, là, c'est quoi le projet de loi, là? De M. Robert? Sur l'interculturalisme, oui. Ouais, bon, il y a le projet de loi de M. Robert, il y a le projet de loi de M. Drainville, il y a peut-être une constitution du Québec qui pourra être déposée par M. Jolin Barrette, etc. Hey,
penses-tu qu'il va... Penses-tu un instant qu'il va pas avoir de fun? Puis penses-tu qu'il va un instant qu'il va pas essayer de piéger les libéraux big time et piéger bien sûr les péquistes parce que le piège peut aller vers les péquistes, mais pour les libéraux c'est pire parce que les libéraux, pour une raison que j'arrive pas à m'expliquer, sur les questions identitaires, on est flou. Ah oui. Mais on est flou parce que j'ai l'impression qu'on veut plaire à tout le monde alors que sincèrement, mais c'est ça que j'ai dit à Salim. Il va falloir un chef qui a une conviction puis qui dise ça, c'est le chemin. Désolé, c'est le chemin qu'on prend. Ça a l'air de faire consensus au parti. Suivez-nous. Sinon, ben désolé. Mais il faut avoir le courage de prendre des positions. Mais George, c'est quoi la politique si ce n'est l'art de convaincre du monde? Alors, si on réduit la politique à aller gagner le pouvoir, mais dans ce cas-là, abolis ton parti ou abolis en tout cas toutes tes instances, etc. Puis dire, écoute, tu fais du marketing, puis tu dis que ma gang est plus cool que celle des autres. Mais la seule raison que, tu sais, on est arrivé à cette discussion-là, Salim, c'est que pratiquement la majorité des gens qui appuyaient Pablo, c'était ça la ligne. C'est lui qui peut nous amener au pouvoir. C'est lui qui a l'expérience de gouverner. C'est lui... tu sais, et moi, j'ai trouvé cet argumentaire-là un peu comme... C'est tout. Is that it? Non, mais c'est pas... Alors, là, je veux quand même... Enfin, c'est pas, je cherche pas à le défendre, mais je veux défendre un peu ou défaire, si tu veux, ces attaques-là. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui doute du fait que Pablo Rodriguez soit libéral. Non, je comprends. Maintenant, il y a des gens qui peuvent dire, ouais, mais tu sais, quand il était au fédéral, il dépensait beaucoup, alors qu'au provincial, on essaye d'être un peu plus responsable sur les questions de finances publiques. Lui, il est... Sa position, c'est de dire, ben moi, excuse-moi, mais quand j'étais au fédéral, j'avais un patron qui, lui, décidait d'aller à gauche toute, puis il y a des batailles que j'ai faites, que j'ai gagnées, puis il y en a d'autres que j'ai perdues, puis c'est ça, faire partie d'une équipe gouvernementale, ce qui est vrai d'ailleurs. Ouais. Et il dit, ben moi, la preuve, c'est que j'ai envie de recentrer le parti, j'ai envie de faire un peu le ménage dans le finance publique, je me lie à un gars comme Martin Coiteux, qui sera éventuellement candidat. En tout cas, il a laissé entendre que... Je savais pas. Oui, il a laissé entendre qu'il pourrait revenir en politique, qui a été un des architectes du retour à l'équilibre budgétaire de Philippe Couillard, avec Carlos Letao à l'époque. Donc, à un moment donné, je veux dire, oui, mais je suis d'accord avec toi, mais ce que tu décris, George, sur « Ah, mais c'est Pablo Rodriguez qui pourrait ramener le PLQ au pouvoir », c'est ce que disent les sondages. Puis dans un parti comme le PLQ qui a gouverné le Québec plus longtemps que n'importe qui d'autre dans l'histoire du Québec, les membres et militants du PLQ ont des réflexes de parti de pouvoir. Et un parti de pouvoir, c'est oui, on veut quelqu'un qui est capable de nous faire gagner, et qui, en plus, dans le cas de Pablo Rodriguez, on peut contester Pablo Rodriguez. Mais il se trouve qu'il avait la notoriété, les gens le connaissaient. Il a l'expérience politique que les autres n'ont pas. On peut ne pas aimer son expérience politique, mais il a été ministre des Transports, c'est pas rien. Il a été ministre du Patrimoine, c'est pas rien. Il a été leader du Parlement, le leader du gouvernement au Parlement canadien, c'est pas rien. Il a été député pendant 16 ans, c'est pas rien. Non. Donc... je veux dire, il a ça, il a la notoriété, et les sondages le mettaient devant. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'ont fait certains membres libéraux? C'est de se dire, ben, lui, il peut gagner. Ah oui. Non, je blâme pas les militants. Mais tout ça, Salim nous amène à l'autre sujet qu'on voulait parler parce que déjà, Pablo a fait des changements. Et ça, c'est quelque chose que nous, on parlait, on n'a pas dit ça en ondes, mais dans les discussions qu'on a, des fois, on jasait, puis on parlait. Tu révèles nos discussions privées, toi. Ah ouais. Non, mais on parlait, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Bon, Pablo a gagné. Penses-tu que, l'équipe parlementaire, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des changements? Qui va changer? Est-ce qu'il va le faire rapidement ou est-ce qu'il va attendre un peu après l'été? Est-ce qu'il va réfléchir? Il n'a pas perdu de temps, Pablo, là. Pablo est rentré hier. Là, on enregistre, c'est vendredi. Hier, jeudi, le Parti libéral du Québec a eu son premier caucus à Québec. Pablo rentre dans le caucus, puis déjà, en partant, il nomme une nouvelle chef parlementaire qui est Marois Risky.
Puis on peut en parler de ça. Donc, et ça, moi, personnellement, ça m'a surpris. Et ça veut pas dire que Marois Risky n'a pas le mérite d'être là. Sauf que je pensais tout simplement, puisque la job a été faite, puis quand même assez bien faite par Marc Tanguay, qu'il le laisserait en place. Là, je ne sais pas si Marc Tanguay avait glissé peut-être son intention de se retirer à cause de, bon, disons-le honnêtement, c'est fatigant, là, tu sais, c'est pas facile d'être là, tu comprends? Donc, il change Marc Tanguay. Bon, on a des amis sur la colline. J'ai reçu des appels, j'en ai fait aussi. Puis il semblerait que la semaine prochaine, il y a des rencontres avec les officiers parlementaires. Donc, est-ce qu'il va les garder? Est-ce qu'il va les échanger? J'ai aucune idée. Moi, je pense que il va tourner la page. Puis on risque de voir des nouveaux officiers parlementaires. Ça veut dire quoi dans la dynamique, ça, dans le caucus libéral? Et donc ça ramène toutes les questions. Ça c'est mes questions. Pablo Rodriguez n'est pas en chambre, tu comprends? Donc, il doit se fier à sa nouvelle leader, donc Marois Risky, de garder un peu la cohésion que Marc Tanguay a travaillé fort pour aller chercher. Disons-le honnêtement, Salim, avant l'arrivée de Marc Tanguay, le caucus, on s'entend que c'était pas plaisant à voir. Là. On mettait des bâtons dans les roues, c'était les chicanes, toute la saga avec Marie-Claude Nichols. On met Dominique Anglade à la porte. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que Marc Tanguay a travaillé fort pour aller chercher la colle et ramener tout le monde et faire cette affaire-là fonctionner. Ça fait 3 ans maintenant qu'ils sont là et qu'ils font une job quand même bonne. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non, évidemment, ça peut jamais être parfait. Mais tu peux pas me dire que le caucus libéral, les derniers mois, peut-être la dernière année et demie, n'est pas bon. Ils sont très bons. Ils ont trouvé un peu, la vapeur. La machine fonctionne. Les équipes sur la colline font leur job. Tout le monde, we're on the same page. On avance. On a nos objectifs. On a notre agenda. Désolé. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? On a Montsef comme leader, puis on l'a dit tellement de fois sur le balado, il fait une job extraordinaire. Il est toujours préparé, il travaille fort, puis je dis pas juste lui, là, tout le monde. Donc, de voir Pablo Rodriguez rentrer et essayer de changer quelque chose qui honnêtement fonctionne, mais ça pose, c'est un grand point d'interrogation. En même temps, pour être fair, tu peux pas laisser tes 11 personnes qui t'ont appuyé un peu sur le côté parce que, bon, ben là, ça marche bien, puis ça marche bien, on le touche pas. Ça marche pas comme ça, la politique. T'as 11 personnes qui ont qui ont misé sur toi, là, tu sais, ils ont dit, garde, moi, j'appuie Pablo, puis c'est un statement, tu comprends? Parce que tu peux perdre. Donc, ça prend l'audace de dire, moi, j'appuie Pablo. Tu peux pas rentrer et dire, guys, merci de m'avoir appuyé, merci d'avoir mobilisé vos militants. Ben, tu sais, ça marche, donc restez où vous êtes pour l'instant. Tu peux pas faire ça. Ouais. Donc, comment tu trouves un peu cette balance-là pour ne pas détruire complètement la cohésion qui existe? Je pense que ça risque de brasser encore une fois au caucus libéral. J'espère que ça sera pas trop mauvais, mais reste à voir. Ben, bon. Écoute, bon, d'abord, juste une petite prémisse avant que je te dise un peu ce que je pense là-dessus. Ma prémisse d'abord, c'est que la cohésion du caucus, c'est pas au chef parlementaire de le faire, là en l'occurrence Marois Risky, mais même si Marc Tanguay était resté chef parlementaire, la cohésion du caucus revient au chef, point. Donc, je comprends que le chef est non élu, mais le chef non élu va quand même être à Québec quand même souvent, va faire ses réunions du caucus avec les gens du caucus, va devoir gérer ce monde-là, va avoir son staff à l'opposition officielle, même s'il est non élu. Donc, la cohésion du caucus, il y a une seule personne responsable du caucus. Là, tu sais, il faut arrêter, moi, tu sais, les histoires de whip, président du caucus, etc. C'est gérer le petit quotidien, là, tu sais, les trucs pour laisser le chef faire d'autres choses. Mais la responsabilité de la cohésion d'un caucus relève d'une seule personne, du chef en titre, là, en l'occurrence, Pablo Rodriguez. Donc, je pense pas. Marois Risky, comme chef parlementaire, fondamentalement, elle a un seul truc. C'est donner la réplique à
François Legault. That's it, that's all. Dans le fond, elle va juste poser les questions, c'est tout. Mais le rôle de chef, là, elle a rien d'autre de chef que de poser des questions en période de questions à la place du chef. Elle va pas gérer le caucus, elle va pas prendre des décisions, elle va pas... Alors, est-ce qu'elle va être influente? Oui. Marois Risky, en plus, on le sait, on la connaît très habile avec l'image, avec les médias, etc. Au point où, d'ailleurs, on peut même se le dire. Là, je veux dire, elle va prendre, je pense, en tout cas, prendre pas mal de place et attirer beaucoup. Alors... il y a d'autres personnes. Je vois tes yeux là. Tu penses, est-ce que ça peut ultimement nuire même à Pablo? Non, nuire, non, parce qu'elle est brillante, cette femme. Elle est brillante, elle est forte, elle est, écoute, en chambre, elle est extraordinaire. Tu sais, quand elle pose des questions, elle est sharp. Tu sais, je veux dire, elle frappe là où il faut. Moi, j'aime beaucoup le travail. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est sûr que quand quelqu'un prend de la place, quand tu prends de la place, tu fais forcément un peu d'ombre. Tu vois? Donc maintenant, ça va être de trouver stratégiquement le bon dosage pour que le travail qu'elle va faire puisse être utile à Pablo Rodriguez sans lui faire de l'ombre, lui qui va avoir besoin de lumière, particulièrement parce qu'il ne va pas siéger. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal ou de douteux, si tu veux, là-dedans. Donc voilà. Mais moi, en passant, je suis convaincu qu'elle va être bonne à poser des questions à François Legault. Mais voilà. Bon, maintenant, regarde, pour te donner la vraie réplique à ce que tu as dit un peu plus tôt, lorsqu'un chef arrive à la tête d'un parti politique, il doit y mettre sa couleur. Tu peux pas garder les choses telles quelles et que la seule différence, c'est que toi, tu arrives comme chef. Tu sais, quand tu arrives, là, tu es un chef d'orchestre. Là, en théorie, là, tu dois Et les députés le savent, hein, en passant. Les députés le savent qu'il y a un nouveau chef qui rentre, il va y avoir des changements. J'espère. Mais le problème, c'est que c'est ça. C'est que il faut se mettre à la place d'un nouveau chef. En l'occurrence, aujourd'hui, Pablo Rodriguez. T'arrives là, puis t'es pris avec 48 dilemmes. T'sais, là, il faut que tu choisisses entre insuffler du dynamisme, puis donner une couleur à ce parti-là, versus, comment dire, mettre les bonnes personnes aux bons endroits, parce qu'il y a peut-être des bonnes personnes aux bons endroits, mais qu'on va quand même devoir bouger de place parce que ça ne fait pas partie de l'image qu'on a envie de projeter. Lui arrive, évidemment, il ne veut pas un calme plat, il veut changer un peu les choses pour essayer d'insuffler une sorte de dynamisme et de dire, ah, OK, there's a new sheriff in town. Sheriff in town. Tu sais? C'est ça que lui, il a envie d'incarner. Donc, je pense que c'est ça qu'il essaye d'incarner en mettant Marois Risky là. Bien sûr, il va y avoir d'autres changements au niveau des officiers. Moi, personnellement, même si honnêtement, tu l'as dit tantôt, il a fait un travail extraordinaire comme leader pendant 3 ans, ce qui est rare d'ailleurs, quelqu'un soit leader pendant 3 ans. Monsef Déragi a été extraordinaire, a fait un travail énorme. Tu sais, je pense que tout le monde l'a vu. Les journalistes... D'ailleurs, il a été reconnu aussi par ses pairs, là, par ses collègues à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas une surprise. Là. Oui, tu sais, genre transpartisan, comment dire, je pense qu'il était parlementaire de l'année aux côtés de Marois Risky, justement, et de Simon Jolin Barrette. Les notes que lui ont attribuées les journalistes des différents journaux sont très positives. Il a obtenu des choses auprès de la présidence de l'Assemblée nationale qui sont très rares à aller obtenir, etc. Il a été quand même bon à un poste où je ne l'attendais pas nécessairement, mais il a été... Honnêtement, il a été super. Il a été super. Bon, maintenant, personnellement, j'ai comme l'impression... que dans une conjoncture nouvelle, ça se peut qu'on le change de place. Ça sera pas pour... ça sera plus une question
de changement et d'image que nécessairement parce qu'il faisait pas la job, parce que clairement il la faisait. Ah oui. Puis écoute, c'est rendu que, tu sais, quand les journalistes eux-mêmes le disent, alors que eux, ils sont censés être juste neutres, etc., c'est que quelque part, c'est vrai. Puis tu sais, on va se le dire, il y a des choses là qu'on peut se dire que les gens évitent de dire, là, mais tu sais, on va se le dire, tu sais. Marois Risky, une Québécoise d'origine marocaine, à côté un leader d'origine marocaine, tu sais, je veux dire, ça fait, tu sais, quand tu as envie d'incarner une diversité, tu sais, tu feras pas ça. Tu sais, je suis pas mal sûr que ça se fera pas. Mais regarde, ça fait partie de l'image. Évidemment, il y a jamais personne qui va te dire, oh non, c'est pas pour ça, etc. Mais je pense pas que ce soit pour ça. Moi non plus, je ne pense pas que ce sera pour ça. Mais tu sais, quand tu fais ton analyse globale, tu sais, tu te dis, ben là, tu sais, tu veux pas nécessairement avoir deux images. Tu sais, tu vas vouloir changer un peu. Puis ensuite, il n'y en a pas tant que ça des personnes qui peuvent être leaders. T'as Marc C'est ça l'autre problème. T'as Marc Tanguay. Mais Marc Tanguay, il était chef par intérim. Il aurait pu prendre le poste de leader si Pablo Rodriguez était élu. Ouais. Mais être leader aux côtés d'une chef parlementaire c'est-à-dire juste que, dans le fond, on lui dit juste, Marc, tu poseras plus des questions au premier ministre. Tu sais, tu vas faire un autre. Tu sais, honnêtement, je pense pas que ça arrive. Regarde, je suis pas dans le secret des dieux. Ça se peut que ça arrive, mais je ne crois pas que ça arrive. Donc Marc Tanguay, il sera pas. Monsef, je pense qu'il va être changé, à moins qu'ils se disent, il a fait un excellent travail, on va le garder là. Il y a André Fortin. André Fortin qui a déjà été leader sous Dominique Anglade. Qui pourrait l'être. Moi, si j'avais à parier, je pense que ça va être André Fortin. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, c'est de la spéculation pure, parce que ça se peut qu'André Fortin dise, regardez, ça me tente pas, tu sais, ça se peut aussi, hein, lui, il l'a déjà été, puis peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il a aimé ça, puis il va vouloir le redevenir, ou peut-être qu'il a pas aimé ça, il va pas vouloir le redevenir. Parce que être leader, là, c'est pas juste, t'as des fonctions. Non, être leader, il faut. Mais non, tu coordonnes toute la période de questions. Mais non, mais pas juste la période de questions, c'est les travaux parlementaires d'une manière générale. Exact. Puis, tu sais, t'es debout avant tout le monde, tu finis après tout le monde. Tu sais, c'est un bon 20-25% d'efforts supplémentaires qui vient manger dans ta qualité de vie de parlementaire, sachant que les parlementaires, d'une manière générale, tous autant qu'ils soient, tu sais, ça bouffe déjà pas mal de leur vie. Alors imagine dans un rôle stratégique de ce genre-là. Et à l'opposition, c'est plus compliqué encore. Oui. Là, tu sais. Mais oui. Donc, on verra. Ensuite, moi, je dis ça, mais ça pourrait être d'autres personnes, mais je ne vois pas qui ça pourrait être. Ouais. Là, franchement, je ne vois pas d'autres là-dedans. T'sais. Puis là, ensuite, il y a les autres officiers. Il y a Philomena, la whip, il y a Enrico, le président du caucus. Là, n'oublions pas que il y a Marie-Claude Nichols qui revient dans le caucus. Tu peux pas la mettre juste s'asseoir en arrière quelque part. C'est elle qui a causé tout le brouhaha avec la position de la vice-présidence à l'Assemblée nationale. Personnellement, je pense pas qu'elle dit « Bon, je vais revenir parce que ça me tente. » Non, je reviens parce que tu me donnes quelque chose. Tu comprends? J'ai manqué ma chance avec la vice-présidence. Bon, je l'ai avalé, cette pilule-là. Ça n'a pas été facile, en tout cas. Peut-être, I don't know, whip, présidente, je sais pas. Mais je pense pas qu'elle va juste simplement revenir, juste pour revenir. Il y a quelque chose qui... Marie-Claude Nichols, moi, je ne pense pas que ce qu'elle cherchait, c'était... comment dire... je pense pas qu'elle cherchait à avoir quelque chose pour être comblée. Moi, je crois qu'elle voulait à l'époque la vice-présidence parce qu'elle était rendue là dans sa carrière parlementaire. Elle était la plus ancienne du caucus qui voulait le devenir. Je pense que la doyenne, c'est... Non, c'est Philomena. Non, mais qui voulait le devenir. Philomena Roti n'a jamais voulu être... qui voulait le devenir. OK. Elle n'a jamais voulu être... je comprends. Donc,
Donc, non, mais parce que t'as Philomena Roti-Roti, puis t'as après ça Marc Tanguay, puis après ça, t'as... André Fortin. André Fortin et elle, ouais. qui sont élus de 2014. Ouais. Mais elle voulait le devenir. France Benjamin est arrivé en 2018, donc forcément, est arrivé 4 ans plus tard, n'a pas connu, lui, la période de gouvernement, donc il y a des dynamiques parlementaires qu'il ne connaissait pas nécessairement. Mais n'oublions pas une chose, France Benjamin vient du municipal où il a été président du conseil donc il ne vient pas avec un manque d'expérience non plus. Non, mais personne ne parle de manque d'expérience ici. On parle... c'est une tradition parlementaire. On va s'entendre. Dominique Anglade voulait juste pas le donner à Mme Nichols, puis that's all. Ouais. Elle voulait que ce soit France Benjamin. Elle aimait France Benjamin, puis elle n'avait pas nécessairement... envie que ce soit Marie-Claude Nichols, puis ça a donné le combat de coq qu'on a vu et dans lequel tout le monde était perdant. Ouais. Parce que France Benjamin était perdant parce qu'il est arrivé dans de mauvaises circonstances dans ce poste-là. Marie-Claude Nichols s'est ramassée à être indépendante. Mais le caucus était complètement fini. Le caucus était déchiré. Dominique Anglade, sa tête a roulé. Tu sais, à un moment donné, tout le monde était perdant de cet épisode-là que je pense les libéraux essayent d'oublier. Ouais. Bref, tout ça pour dire que Marie-Claude Nichols, elle va, je ne sais pas si elle va obtenir un poste d'officier, mais tu sais, si elle n'a pas été là pendant les 3 dernières années, elle ne sera pas whip, elle ne sera pas présidente de caucus. Est-ce qu'elle pourrait être leader? Peut-être, mais je ne crois pas. Leader adjointe, peut-être. Oui, ça pourrait être leader adjointe parce qu'elle a quand même développé une espèce de... Tu sais, quand t'es indépendant, tu développes des connaissances du parlementarisme que tu connais pas quand tu es dans un parti politique. Ouais. Parce que quand tu es indépendant, ben, tu es consulté, tu dois jaser, tu dois négocier. Ils viennent voir pour l'émotion. Parce que l'émotion, le consentement doit être unanime. Mais tais-toi, t'es seul. Tu n'as pas d'équipe parlementaire. Alors, exactement. Donc, elle a forcément appris certains rouages du Parlement qu'elle ne connaissait pas. Bon, maintenant, par contre, je sais pas. De là, je sais pas, de là à être officière, je le sais, honnêtement, il y a quelqu'un qui doit savoir quelque chose, on le saura dans quelques jours, mais peut-être que ça peut être juste un dossier qui lui tient à cœur, ou peu importe quoi, ça pourrait être ça. Ouais. Donc, c'est à voir. Mais ensuite, ça va être en passant, j'ai oublié de dire un truc, parce que tantôt, quand je dis je crois que ça va être André Fortin, non seulement parce que je crois qu'il va vouloir un homme dans ce siège-là de leader. Pour faire le contraste avec... Ben, c'est ça, parce que tu sais, la chef parlementaire et le leader, ça va être ceux qu'on va plus voir. Ouais. Donc, tu as une femme, là, tu aurais un homme. Tu as Marois Risky qui est communauté culturelle, puis là, tu vas avoir un francophone de la majorité francophone. Ouais. Là, tu vas avoir Marois Risky de la région de Montréal, puis tu vas voir lui qui vient d'une région. Mais aussi autre chose. Tu as Marois Risky de l'équipe Pablo Rodriguez pendant la chefferie, puis lui de l'équipe Charles Milliard pendant la chefferie. Ouais. Donc, il y a une volonté un petit peu de tout mixer. Donc, c'est pour ça que le choix le plus logique qui me vient à l'esprit, c'est André Fortin pour ça. Cela dit, encore une fois, ça se peut que Pablo Rodriguez dise à Monsef Déragé, écoute, t'as fait une super belle job, je veux te garder là, t'es super efficace, il n'y a aucune raison pour moi de te bouger de là. Puis, regarde, moi, au diable, les perceptions de 2 personnes issues des communautés culturelles assis à côté de l'autre, ça, moi, j'y crois pas. Puis, moi, pour moi, il n'y a que des Québécois, let's go. Là. Ça se peut que ce soit ça aussi. J'ai aucune idée. Je ne suis pas dans sa tête. Je suis pas... mais voilà. Ensuite, Whip est président de caucus. Est-ce qu'il va y avoir de la continuité? Est-ce qu'il va y avoir des changements? C'est trop tôt pour dire, mais à mon avis, quand tu es un chef qui vient d'arriver, ça se peut qu'il va y mettre quelqu'un qui l'a appuyé à la chefferie. Sachant bien sûr que Mais il faut, Salim, tu peux pas laisser tomber les gens qui t'ont appuyé. Là. Donc, et c'est pour ça que je te dis, je pense que la plupart des députés qui siègent à l'opposition là, dans le caucus libéral le savent déjà. Mais c'est dommage particulièrement pour les officiers parlementaires parce que eux,
par la nature même de leur responsabilité, ils ne peuvent pas faire de choix. Ils ont été neutres durant cette campagne-là. Donc, eux autres, malheureusement, ils n'ont pas pris de position contre personne ou avec personne. Puis ils se voient malheureusement dans cette position-là où le nouveau chef arrive, il doit mettre ses propres personnes-là, puis il y a de fortes chances que les officiers parlementaires, c'est inclus dans ses plans, tu comprends? C'est exactement ça. Et je pense pas que ce soit un désaveu pour les gens en place que de décider de changer les choses. Parfois, parfois c'est pour de bonnes raisons. Je crois que les nouveaux chefs, quand ils arrivent, là, Pablo Rodriguez, je pense que c'est pour de bonnes raisons. Et c'est pas évident parce que parfois, il y a la compétence, il y a la cohérence, il y a l'image, il y a le dynamisme, il y a la gestion de caucus. Puis il faut que tu fasses tout ça. Et ça, t'as à peine 20 députés. T'en as pas des tonnes, là. Ouais. C'est hyper compliqué, c'est hyper difficile. C'est un exercice complexe. Et voilà. Là, je vais devoir partir. Ouais, non, on va mettre un point là-dessus. Une chose qu'on peut dire au début de la nouvelle session parlementaire, ça risque de brasser puis changer. Puis moi, j'ai très hâte de voir cette nouvelle dynamique-là en chambre. Je pense que de tous les bords, là, que ce soit du côté du gouvernement et de l'opposition, ils le savent déjà, ils se préparent. Ça va être quand même quelque chose de spectaculaire à voir. Merci tout le monde. Merci tout le monde d'avoir suivi l'épisode. Allez vous abonner. Aidez-nous à partager l'épisode, commenter si vous voulez. Faites toutes ces belles choses-là. Merci beaucoup et on se voit bientôt avec un tout nouvel épisode. Merci, ciao tout le monde.